Voilà. Recording in progress. On est bon. Erev Tov Lekulam, Shalom, Shalom Uvracha. Et nous ouvrons aujourd'hui le dernier cours de la série sur les grands personnages. Puisque ça y est, maintenant nous allons arriver à l'époque des grands rabbins d'Israël. Nous terminons, donc on a commencé avec le Rav Shmuel Moaliver. On parlait du 19e siècle, on a couvert 150 ans de renouveau juif pour arriver aujourd'hui à celui qui va devenir, mais on va se concentrer sur un des deux, à celui qui va devenir le premier grand rabbin de l'État d'Israël, puisqu'aujourd'hui on va parler du Rav Ben Zion Meir Chai Uziel. Avec lui, le Rav Yitzhak Alevi Herzog, qui vont devenir les premiers grands rabbins de l'État d'Israël. Donc on aura couvert 150 ans de résurrection nationale pour finalement arriver à ce moment incroyable qu'est l'État d'Israël. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu continuer? Il n'y a pas d'autres rabbins? Bien sûr que si. Mais nous allons, dès la semaine prochaine, enfin oui, je pense, dès la semaine prochaine, oui, c'est ce qu'on avait dit, je crois, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on avait calculé qu'il va y avoir un cours dans 3 semaines, ce sera pour Pessah, machin. Bon, Bekitsour, le prochain sujet, hormis les cours particuliers pour les fêtes, Pessah, tout ça, ça va être un sujet dont je vous teaserai le programme qu'à la fin du cours. Comme ça, vous êtes obligé de rester pendant tout le cours. Ah bah oui, c'est comme ça. Eh oui, ça faudra rester connecté jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez le teasing du prochain sujet. Alors les amis, nous partons en 1880. En 1880 va naître un juif qui, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il naît déjà à Jérusalem, bien que venant d'une famille séfarade qui vient de Salonique, qui vient des Juifs de Grèce. Lui, il est déjà depuis quelques générations en Israël et son père était déjà Hambashi. Hambashi, c'est-à-dire le grand rabbin de Jérusalem. Il était déjà dans la famille venant d'une tradition rabbinique extrêmement puissante. Et on va parler d'un homme qui a une particularité. Vous savez comme moi que 2 juifs, ça fait 3 idées. Au minimum. Vous savez comme moi, là par exemple, si je ne me trompe pas, dans très très peu de temps, ça va être les élections du grand rabbin d'Israël. Ah bah oui, si je ne me trompe pas, c'est dans très bientôt. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas d'élection? Pourquoi pas d'élection? Eh bien parce que tout le monde, sans aucune marloquette, sont d'accord pour dire celui-là, c'est lui. Non, c'est pas un truc qui nous parle, ça. Nous, on connaît les juifs. Eh bien, les amis, je commence par la fin. En 1948, lorsqu'on va mettre en place les grands rabbins de l'État d'Israël, eh bien, enfin, même c'est même avant, hein, c'est même avant 1948, c'est à la mort du Rav Kook et du Rav Yaakov Meir, lorsqu'on va mettre en place les nouveaux grands rabbins d'Israël, qui vont de facto être les grands rabbins d'Israël à la création de l'État d'Israël, eh bien, pour ce qui est du grand rabbin séfarade, il n'y a pas d'élection. Parce que tout le monde s'accorde pour dire le seul qui peut remplacer le Rav Meir, c'est le Rav Uziel. Donc déjà, de savoir qu'il a été reconnu par tous, ça t'explique déjà la particularité du monsieur. Pour moi, le Rav Uziel aurait dû être le Nassi à Sanhedrin. Il aurait dû être le Nassi du Sanhedrin reconstruit. Vous le savez, d'après la halakha, ne peuvent s'asseoir au Sanhedrin, donc je parle de la grande assemblée officielle du tribunal rabbinique total, ne peuvent s'asseoir au Sanhedrin que des personnes qui sont ce qu'on appelle smuchin. Mazé smuchin,
qu'ils ont reçu la smicha. Attention, qu'est-ce que ça veut dire la smicha? C'est pas qu'ils ont passé un examen et qu'ils ont reçu un diplôme. C'est qu'ils ont reçu de maître en élève, de maître en élève, de maître en élève, leur capacité d'être rabbin depuis Moshe Rabbeinu. C'est pas mal. Le seul problème, c'est que la smicha a été annulée au 6e siècle, 5e siècle, 6e siècle, par les Byzantins, Shem Rechaim Mirka. Les Byzantins nous ont interdit de faire la smicha yoter. Et donc, ça fait 1500 ans qu'on n'a plus de smicha. Qui dit plus de smicha, dit plus de Sanhedrin. Plus de Sanhedrin. On ne peut plus prendre de décisions nouvelles dans le judaïsme. Arrive au 12e siècle, au 11e siècle, le Rambam, et nous dit, dans les lois sur le Sanhedrin, parce qu'il faut reconstruire le Sanhedrin, seulement le Rambam nous dit, mais on n'a pas de smouchin. Comment on fait? Il dit le Rambam, on peut réinstaurer la smicha. Vous comprenez, la smicha, c'est pas un truc anodin. C'est depuis Moshe, Moshe, il a dit à Yoshua, maintenant c'est à toi de continuer. Yoshua, il a dit à son successeur, ça doit continuer, et ainsi de suite. Somchim et yedehem à la roche. C'est ce qu'on appelle la smicha. Ben, nous dit le Rambam, bien que la smicha se soit arrêtée, on peut la relancer. Comment? Eh bien, il faut que tous les rabbins s'unissent pour dire de un d'entre eux, c'est lui le patron, et ça lui confère automatiquement le statut de Samour, parce que l'Assemblée d'Israël a la prophétie de Moshe. Et donc, si tout le monde s'accorde à dire celui-là, c'est le patron, c'est bon. C'est comme s'il était Samour. Et donc, maintenant qu'il est Samour, il peut donner la smicha à d'autres. Eh bien, le Rav Uziel est le seul rabbin, j'allais dire depuis Moshe Rabbeinu, qui a fait l'unanimité. Alors, revenons au départ de son histoire. Le Rav Uziel, donc, est le descendant d'une dynastie rabbinique, la dynastie Uziel Vechazan, qui était les Gdolim Birushalayim et à Salonique, comme on a dit avant cela. Lors de sa bar mitzvah, quelques mois avant sa bar mitzvah, son père est très malade. Et il sait très bien qu'il ne tiendra pas très longtemps. Et il dit à son fils, j'aimerais vraiment te voir aller sous la choupa avant de mourir. Et donc, je veux que tu te maries le jour où tu mets tes tefilines. Eh ouais. Et donc, à ses 13 ans, le jour de ses 13 ans, non seulement il met ses tefilines pour la première fois, mais il va avec ses premières tefilines sous sa choupa. Il se marie à l'âge de 13 ans. Pourquoi? Pour faire plaisir à son père. Je te rassure, après la choupa, lui, il est reparti vivre chez son père et Madame Ouziel est repartie vivre aussi chez son père, à elle. Ils n'ont pas consommé leur mariage, ils ont attendu d'avoir 18 ans pour vivre ensemble, pour être mariés de manière officielle. C'est-à-dire qu'ils étaient mariés, mais que sur le papier, histoire de faire plaisir à son père. Ça n'a pas duré très longtemps. À 14 ans, lorsqu'il a 14 ans, son père décède et il devient orphelin de son père. Et donc, alors qu'évidemment qu'il est déjà reconnu comme étant un élève extrêmement brillant, eh bien, il doit sortir de la yeshiva pour aller aider à la parnassa de la famille. À 20 ans, alors que ça fait 6 ans qu'il a un métier, qu'il n'est pas dans le monde de la yeshiva, il est pourtant reconnu pour toutes ses capacités et ses connaissances de Torah à tel point qu'il devient le Menaël du Talmud Torah Tiferet Yerushalayim à la peine 20 ans. C'est le plus jeune Menaël de l'histoire. On parle de Tiferet Yerushalayim, qui est le plus grand Talmud Torah séfarade de Jérusalem. Et on va aller chercher le Rav Uziel alors qu'il vient pas d'un milieu yeshivatique. Un, parce qu'il est le fils de son père, et deux, parce qu'il mérite largement le titre. Et donc voilà, il devient Menaël à 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on est Menaël? Vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on fait un choix. C'est quoi ce choix? Est-ce que je décide, eh bien, d'agir comme mes prédécesseurs, de garder la même chita que mes prédécesseurs, ou alors je suis un révolutionnaire?
Eh bien, les amis, le Rav Uziel est un révolutionnaire. Il dit quelque chose qui nous paraît tellement évident. Mais je me permets de vous poser la question. Parce qu'il y a des gens dans ce cours qui sont un tout petit peu plus âgés que moi. Je me permets de vous poser la question. D'ailleurs, alors, je fais une parenthèse à propos de gens un peu plus âgés que moi. Samedi soir, il y a eu la projection du film sur Chouchani, Ridat Chouchani, à Tel Aviv. Alors, ça va paraître fou, mais je l'ai toujours pas vu, hein, ce film. Parce que j'ai raté toutes les projections à Jérusalem. C'est-à-dire à chaque fois, est-ce que c'est un signe d'en haut? Je ne sais pas, mais à chaque fois, j'apprends le lendemain que c'est passé. Brigitte, si tu sais quand ça repasse à Jérusalem, dis-moi. En tout cas, j'ai une personne de ma communauté qui me dit Shabbat, me dit voilà, Motzei Shabbat, ça passe à Tel Aviv, je vais y aller. Très bien. Il y va. Eh bien, le dimanche soir, Purim, je vois ce même homme arriver déguisé avec un chapeau, une écharpe, une valise à la main. Il s'était déguisé en Chouchani pour Purim. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense pas qu'on a déjà vu beaucoup de déguisements de Monsieur Chouchani. En tout cas, enfin, moi j'ai été à Pirata Adom, il n'y avait pas de déguisement de Monsieur Chouchani. Mais enfin bon, je pose la question aux gens qui sont un peu plus âgés que moi. Est-ce que vous avez connu la, la position des doigts comme ça, la règle en bois, que si jamais on répond pas bien à la question, ou alors on n'a pas bien écouté en classe, Oui, ah ben voilà, merci. Il y a bien des gens qui sûr. répondent, c'est bien. Bon, Mais nous, on tirait la main et la règle se cassait sur la table. ah ben voilà, bravo. À, à Tunis, c'était en fer, la règle. Ah, donc Ah, ça se cassait non, nous, c'était en bois. pas, donc ça se cassait pas à Tunis. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, ça viendrait à l'esprit d'un prof de faire ça? Ben non, il n'a pas intérêt. Hein, il n'a pas intérêt, hein? Les amis, la première chose que le Ravouziel va faire, 20 ans, il devient Ménaël, et on est Ménaël à l'ancienne, hein? Il dit no more, terminus. On ne peut plus être Mechaner Miyira, Ela mitor kavod ve'ahava. Mais c'est une révolution, les amis. Nous sommes en 1900. En 1900, dans le plus grand Talmud Torah séfarade de Jérusalem, où la perte de claque, elle pleut sans distinction. Il dit, on ne peut plus faire ça. Là, on ne peut plus faire ça. Et il dit une phrase magnifique. Kol chinu, sheyavi le mardanut, bador hazeh, hi asura. Tout enseignement, toute éducation qui amènerait à une révolte de la part de l'enfant dans notre génération est interdit par la halakha. Quoi, ça veut dire qu'avant c'était permis? Oui. Alors, pas de taper avec la règle, on parle pas de ça. On parle d'un chinour qui pourrait amener un rejet de l'enfant. Pourquoi est-ce que ça ne dérangeait pas à l'époque? Il dit parce que l'enfant qui se révolte dans le shtetl, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Il va rester au shtetl et il se révoltera 5 minutes et après, il reviendra. Pareil pour le juif qui habite en Tunisie et qui ne sort pas de chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il se révolte 5 minutes, bon ben voilà, c'est tout, et tu veux qu'il fasse. Mais là, on est en 1900. Les jeunes qui se révoltent, ils font quoi? Ils sortent du ghetto, ils sortent du shtetl, ils sortent du village, ils vont dans la grande ville, ils enlèvent leur kippa, ils se marient avec des goyotes. C'est ça la réalité. Donc, il te dit, tout enseignement, éducation, qui amènerait à une révolte de l'enfant parce que tu l'as manqué de respect, parce que tu l'as pas considéré, parce que tu l'as frappé alors qu'il comprenait pas, c'est assourd, parce que tu vas l'éloigner de la Torah, pas seulement, tu vas l'éloigner du peuple juif. C'est un truc qui nous paraît assez évident aujourd'hui. Mais quand on y repense,
c'est une révolution. En 1911, il devient rabbin à Yafo. Rabbin de Yafo? Mais attendez, je connais un autre personnage qui est rabbin à ce moment-là dans la région. Eh oui, ça fait 7 ans que le Rav Kook est le Rav de Yafo et des Moshavot. Quoi? Le Rav Uziel avec le Rav Kook? Mais je croyais que le Rav Yaakov Meir avait annulé le fait qu'il y a un rabbin Ashkenaz et un rabbin séfarade à Yafo. Effectivement. C'est pourquoi le Rav Uziel ne devient pas le Rav de Yafo. Le Rav de Yafo, c'est le Rav Kook. Le Rav Uziel devient le Rav des Juifs de Yafo. C'est pas clair. Et quoi, le Rav Kook, il devient le Rav des Goïm? De quoi tu me parles? Non, 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 non. Le Rav Kook, il est le rabbin officiel de la rabbanoute. Et toutes les questions de halakha lui sont adressées à lui. Le Rav Uziel, il est le rabbin du peuple. Le Rav Uziel, il est présent à chaque naissance. Il est présent à chaque Brit Mila. Il est présent à chaque enterrement. Il est présent à chaque pleur de chaque orphelin. Il est présent à chaque moment où il y a un nouvel élève qui rentre au Talmud Torah. Parce qu'il n'a pas de responsabilité officielle et publique, il est présent pour tous les événements de la communauté. Et puis le Rav Uziel, il est accessible. Le Rav Uziel, il a 31 ans. Mais vous savez ce que ça veut dire, il a 31 ans? Ribbono Shel Olam, il a 7 ans de moins que moi. C'est fou. C'est fou. Et il est considéré d'ores et déjà comme étant le rabbin que tout le monde aime. Et ça aussi, c'est quelque chose de terriblement pas anodin. Il est invité partout parce que tout le monde l'aime bien. Tout simplement. Il est sympatoche. Alors, ça continue. Lorsqu'il arrive en 1912, il arrive, alors on est évidemment sous l'Empire ottoman, il n'y a pas encore eu la Première Guerre mondiale, il n'y a pas encore eu les Britanniques, donc on est complètement sous la domination de l'Empire ottoman. Et il y a un homme qui s'appelle Jamel Feisha. Jamel Feisha, c'est le Moshel de la région de Yafo. C'est le gouverneur, si vous voulez, ottoman de la région de Yafo. Et il est extrêmement antisémite et il est extrêmement dur envers les Juifs. Et à ce moment-là, il a envie de faire un massacre dans la communauté juive. Un massacre, histoire de montrer qui est le patron et de dire que tous les Juifs qui sont un petit peu contre les Turcs, ben on va les massacrer et puis c'est terminé. À ce moment-là, la communauté qui entend parler de ça, qu'on se prépare à venir faire un pogrom terrible en fait chez eux, ben, tout le monde vient voir le Rav Uziel. Tout le monde vient voir le Rav Uziel et il faut qu'il fasse quelque chose. Pourquoi ils ne viennent pas voir le Rav Kook? Pourquoi ils ne viennent pas voir le Rav Kook? Pour une raison très simple. Jamel, il parle que avec les gens qui lui parlent en arabe. Et le Rav Kook, bien qu'il comprenne maintenant un petit peu l'arabe, il ne le parle pas aussi bien que le fils du Haham Bashi. Donc on vient voir le Rav Uziel. On lui dit, il faut que tu ailles plaider la cause du peuple juif. Vous avez déjà vu un super-héros? À quoi on reconnaît les super-héros? Tout de suite, d'un coup d'œil. Quoi, vous savez pas? Vous savez pas à quoi on reconnaît les super-héros? Mais je vais vous montrer tout de suite. En plus, ça, c'est made in nous. C'est made in judaïsme. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. À quoi on reconnaît un super-héros? Iné. Iné. Iné kulanu haverim. Attention,
Voilà. Nous. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà, vous me permettez, je ne sais pas si au niveau du truc, je peux partager quelque chose. Oui, là, je peux partager. Très bien. Voilà à quoi on reconnaît un super-héros, les amis. Vous voyez votre écran? Bon, ben, c'était moi à Pourim. C'était moi cette année. Voilà. Eh oui. Donc, à quoi on reconnaît un super-héros? La cape, les amis. Bien sûr. Un super-héros, il a une cape. Ben voilà. Pourquoi je vous raconte mon histoire de super-héros et je vous montre mon déguisement de Batman? Eh bien, tout simplement parce que le Rav Uziel, il accepte la shlichut et il met son vêtement. Quel vêtement? Le vêtement qu'il a reçu de son père, la cape du Chacham Bashi. Et il met cette cape-là. Et vraiment, je vous parle de super-héros, j'en sais rien. À l'époque, c'était pas encore la mode des super-héros. Mais, enfin, moi, ça me fait penser à ça. Il met sa cape et il vient avec sa cape chez Jamel et il lui parle. Et il lui explique que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché contre Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Et contre toute attente, Jamel, oui, Jamel Feisha décide de l'évater. Et il ne va pas attaquer les Juifs de Jérusalem et de Yafo. Et quand on lui demandera pourquoi, il a dit, j'ai pas vu le Ravouziel. Il y avait un ange qui était à côté de lui et qui portait une cape et qui m'a dit de ne pas le faire. C'est un Ravouziel. C'est pas un ange. C'est le Ravouziel. En 1917, alors, comme dit la chanson, en 1917, leur espoir commençait à renaître. Connaissez? En 1917, les Anglais, les Britanniques arrivent. Ça y est, très bien. Allenby, le général Allenby, arrive et il veut rencontrer les dirigeants des Juifs. Qui on envoie à la rencontre du général Allenby? Eh bien, les amis, on ne va pas envoyer le Rav Kook, puisqu'il n'est pas là. Eh oui, il est en Europe à ce moment-là. Donc, tout naturellement, qu'est-ce qu'on envoie? Il y a plein de rabbins à Jérusalem, Nahon, mais il n'y en a pas qui font l'unanimité pour représenter les Juifs, à part le Ravouziel. Donc, on envoie le jeune, je dis bien le jeune, Ravouziel, qui n'a que 37 ans, un an de moins que moi. T'imagines? Oh, bon, moi, c'est pas une comparaison, hein, parce que Ani Tolad Veloish, mais vous imaginez, aujourd'hui, tu as le plus grand, enfin le dirigeant, le représentant de la superpuissance qui vient de gagner la Première Guerre mondiale. On lui emmène un juif pour représenter la communauté juive et c'est un mec de mon âge. Ça nous paraît fou aujourd'hui. Mais ça montre à quel point hein, le Ravouziel faisait véritablement l'unanimité. En 1919, il a à peine 39 ans et il devient le président du Mizrahi. Ni plus ni moins. Et en 1921, il décide d'accepter une demande. La demande de qui? Du Rav Yaakov Meir. Le Rav Yaakov Meir était parti pendant 10 ans en Shlichut à Salonique. Et il revient en 1921 en Israël pour y devenir le grand rabbin d'Israël séfarade avec le Rav Kook. Mais il demande au Rav Uziel, ta famille, elle vient de Salonique. Tu veux pas me remplacer là-bas en Shlichut? Et le Rav Uziel, il dit, ok, à une condition. Moi, je ne reste que 2 ans. Et effectivement, de 1921 à 1923, il y a 100 ans, Mamash, le Rav Uziel part devenir le rabbin de la communauté là-bas, à Salonique. Bon, c'est fait méode. Seulement pendant 2 ans, il parle de quoi? Ben, il parle de malheureusement ce que les gens ne vont pas écouter. Pendant 2 ans, il leur dit qu'ils doivent partir de Salonique et venir en Eretz Israël. Dans son dernier discours, il dit la chose suivante. Lo azman leisher beyavan. אלא הזמן הוא לעלות לארץ ישראל
לפני שהחרב תבוא ותיכה בכם. Il dit dans son dernier discours, juste avant de repartir en Israël, il dit, il n'est plus l'heure de rester en Grèce. Il est l'heure de retourner en Eretz Israël avant que l'épée ne vous frappe. C'est à peine 20 ans plus tard que toute la communauté juive de Salonique va se faire massacrer et envoyer à Auschwitz. 50 000 juifs de Salonique qui vont pratiquement tous être massacrés pendant la Shoah. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient écouté le Rav Uziel? On n'en sait rien. Mais enfin bon. En 1923, quand il revient, oh ben, il redevient le Rav de Yafo. Mais cette fois, il devient le Rav de Yafo tout seul, puisque le Rav Kook est devenu le Père Rishon Zen, le grand rabbin d'Israël Ashkenaz. Donc il devient le Rav de Yafo. Et il étudie. Quand est-ce qu'il étudie la Torah? Parce que c'est important quand même, un rabbin étudie la Torah. Oui, il n'étudie que la nuit. De témoignages du Rav Shar Yashuv Cohen, le fils du Rav Anazir qui était très très proche du Rav Uziel, il dit la lumière n'a jamais été éteinte dans la chambre d'études du Rav Uziel. Il étudie la nuit parce que c'est le seul moment où il peut étudier, parce que toute la journée, il est occupé Betzor Chetzibo. Il s'occupe des gens. Il s'occupe des gens, tout simplement. Et Rabotai, en 1925, il part au congrès sioniste pour réussir un pari fou. Il part au congrès sioniste pour réunir tous les séfarades qui sont en Europe au sionisme. Mais les séfarades, ils sont sionistes, nachon, mais il faut les rattacher de manière concrète, pas seulement dans les paroles. Ils n'ont pas une place assez forte dans l'organisation sioniste mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez présents. Alors bien qu'ils soient tous très sionistes, il faut qu'ils aient un comportement plus proactif. Et c'est ça qu'il va aller leur dire. En 1939, 4 ans après la mort du Rav Kook, et 1 an après la mort du Rav Yaakov Meir, il devient, et ce jusqu'à sa mort en 1953, il devient le Rishon LeZion, le premier grand rabbin séfarade de l'État d'Israël. Un homme qui a fait l'unanimité, on a déjà dit, mais un homme qui va révolutionner le monde de la halacha. Il écrit près de 15 volumes de ce qu'on appelle Mishpete Uziel, qui sont tous ces shutim. C'est des réponses à des questions très concrètes qu'on lui a posées. Sa chita, le plus important, c'est les pauvres. Le plus important, c'est les gens dans le besoin. Et on va devoir trouver toutes les coulottes du monde pour les gens dans le besoin. Il y a une femme qui est non seulement orpheline, mais elle est adulte maintenant, mais elle est veuve, et elle a des bouches à nourrir et elle ne peut pas. Elle a suffisamment d'argent pour acheter un petit agneau, car elle doit amener elle veut faire une Seouda Todaya pour remercier Dieu des jumeaux qu'elle a mis au monde. Et elle a assez d'argent que pour un agneau. Elle l'achète, elle l'amène au shochet, le shochet fait la shrita, vous possèle et ta shrita. Enfin, pas la shrita, vous possèle et ta BMA. L'agneau, il dit, il est taref, il est pas halak. Alors, ça peut nous paraître, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire? C'est pas halak, c'est pas halak. Mais elle, c'est tout son argent. Elle vient voir le Rav Uziel. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Et le Rav Uziel, qui est déjà Rishon LeZion, il va prendre de son temps, il vient voir le shochet. Il lui dit, je veux que tu me montres ton couteau. Il lui montre le couteau. Il dit, regarde, ton couteau, il est incurvé à la fin. Et donc, je suis possèque que c'est certainement toi qui as fait un trou dans la réa, dans le poumon, à cause de la lame incurvée.
Et il y a une svara que c'est possible. Il dit, mais pas du tout, Rav, aucun rapport. Il y a une svara que c'est possible. Il n'y a pas de svara, c'est pas possible. Il dit, non, c'est possible, mais enfin bon, j'ai trop l'habitude, je fais pas ça d'habitude. Il dit, mais c'est possible. Ken. Alors pour elle, tzachla Ken. Mishpete Uziel, c'est des ridouchés Torah extraordinaires. Extraordinaires. En 1939, je vous ai dit, il devient, ça y est, il est intronisé, grand rabbin d'Israël, Séfarad, Rishon LeZion. Les amis, si je vous disais que ce jour-là, à Rova Yehudi, à Fach Lavan, vous n'avez pas compris. Les gens, ils aiment tellement le Rav Uziel que lorsque il va y avoir son intronisation, hop là, son intronisation dans la synagogue Rabban Yochanan ben Zakkai, dans le Rova Yehudi, dans la vieille ville de Jérusalem, 3 jours avant, c'est toute la vieille ville de Jérusalem qui se change. Tout le monde dans les rues vont nettoyer les rues de fond en comble. On nettoie les murs et on recouvre les murs de drap blanc et toute la population s'habille en blanc pour accueillir le Rav Uziel. Et le Rav Uziel arrive et c'est la seule fois de toute sa, j'allais dire sa vie, de toute la fin de sa vie, depuis qu'il est Rishon LeZion, qu'il portera les habits d'apparat du Rishon LeZion. Il continuera à s'habiller avec sa cape que tout le monde connaissait et avec ses vêtements d'humble parce il l'a déjà dit, il l'a dit souvent, j'ai été orphelin à 14 ans et on reste toujours un orphelin. Quand j'étais orphelin, j'étais un homme du peuple. Je ne serai pas aujourd'hui un homme que l'habit sépare du peuple. Ah non, c'est un bonhomme, hein, le bonhomme. Bekitsour, ça c'est le Rav Uziel. Unatan, כך אומר הרב שריה שוב, זמן לכל אדם ולכל שאלה. Il donnait le temps à chaque homme et à chaque question. מה אני אגיד לכם? Il devient le Nassi Bet Hayetomim, l'orphelinat de Jérusalem. Mais il avait quelque chose qui est très particulier. On a déjà dit qu'il faisait l'unanimité, on a déjà dit que tout le monde l'appréciait, tout ça très bien. Mais il avait un truc en plus. Vous savez, il y avait un Amora, un rabbin extraordinaire qui s'appelait Rav, à l'époque du Talmud. Rav. Rav, on nous raconte dans les Pirkei de Rabbi Eliezer qu'il avait pris sur lui, qu'il avait Asara Mile de Chassidutei Alu Ayub Rav. Rav, il avait 10 attributs de Midat Chassidut, des trucs en plus. Parmi ces trucs en plus, Rav, il faisait pas 4 coudées, donc 2 mètres, sans kippa. Mais c'était le seul. Les autres, ils n'avaient pas de kippa, les autres rabbins. Mais Rav, il avait pris ça en plus. Mais en plus de tout ça, il avait un truc particulier, les Midat Chassidut. Kolo Arev. C'est quoi Kolo Arev? Kol Arev, ça veut dire que il sait chanter. Ça veut dire qu'il chante bien. D'accord, le fait qu'il chante bien, c'est pas. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu chantes bien que tu es un tzaddik. Eh bien, les amis, c'est vrai, euh, tu peux chanter bien et pas être un tzaddik, il n'y a pas de problème. Mais si tu chantes bien, c'est que quelque part, tu as à l'intérieur, tu as quelque chose. Tu as quelque chose, Rabotai. Si tu sais bien chanter, c'est que ton âme, elle est prête à. Bichlal, nous dit Rabbeinu Saadia Gaon que les 7 notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui n'ont pas ces noms-là à l'époque de Rabbeinu Saadia, mais les 7 sous la motte de la musique sont à mettre en référence avec les 7 sphirotes
de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et que donc quelqu'un qui s'y retrouve dans les notes de musique, c'est que quelque part, il s'y retrouve dans les sphirotes également. Ah oui, non, le Rav Uziel, il chante bien. Et tout le monde aime l'entendre chanter. Il est en contact avec un homme qu'on a déjà évoqué qui s'appelle le Rav Moshe Halfon Cohen. Et il lui envoie des lettres. Lorsque Rabbi Moshe Halfon reçoit les lettres du Rav Uziel, à chaque fois, il réunit la communauté et il dit: je viens de recevoir une lettre du Rav Uziel, on la lira Shabbat. Et il rassemble la communauté pour la lire pendant Shabbat parce que c'est jour de fête quand on reçoit une lettre du Rav Uziel. C'est tout ça le kavod qu'on donne au Rav Ben Zion Meir Chai Uziel Rabotai. À Motzei Shabbat Parashat Vayishlach, en 1947, le 29 novembre 1947, le Rav Uziel a entendu à la radio, comme tout le monde, le vote des Nations Unies. Et il dit, en s'exclamant, Lo yeh leolam od churban, הגאולה מתחילה ואין חורבן אחריה. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il devient, en tant que grand rabbin d'Israël, quelqu'un qui va s'impliquer dans tous les sujets. En 1940, lorsque arrivent les xérotes des Anglais, le livre blanc, le Rav Uziel n'a aucun problème de partir au créneau contre les Anglais. Le Rav Uziel, en 1946, il fait en sorte que, il envoie des lettres dans tout le monde juif. Pourquoi? Pour faire prendre conscience du lien de chaque juif dans le monde à Eretz Israël. Lorsqu'en 1948, déjà en 46, lorsqu'il voit que l'agence juive fait venir Aliat Noar et fait venir les jeunes séparés de leurs parents et décide de les mettre dans des kibbutzim alors que eux sont religieux ou traditionnalistes et les mettre dans des kibbutzim par religion, c'est le Rav Uziel qui va devant Ben Gurion et qui lui dit Lo od. C'est mon shamash qui va être dans la Vaada, dans la commission pour savoir où vont les enfants. Et il va sauver comme ça des dizaines d'enfants qui arrivent et qui va les amener dans les kibbutzim datiim grâce au Rav Uziel. En 1948, c'est le Rav Uziel qui donne le psak halacha que va utiliser le Rav Goren pour aller dire à tous les bnei yeshivot d'aller creuser des tranchées le soir de Shabbat. Le Rav Goren, c'est lui qui va voir les yeshivot. Pourquoi? Parce qu'il parle yiddish. Et que donc, pour convaincre les rachis yeshivot, il faut parler en yiddish. Mais c'est pas lui le grand rabbin d'Israël. Donc, il n'est pas encore. Il est le grand rabbin de l'armée, mais il n'est pas grand rabbin d'Israël à ce moment-là. Et donc, celui qui donne le psak, c'est le Rav Uziel. Rabotai, à Rav Uziel, il va faire équipe avec le Rav Yitzhak Halevi Herzog. Ils vont devenir ensemble le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz, Sepharad. Et comprenez-moi bien, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu une telle entente et osmose entre deux rabbins qu'il y avait entre le Rav Uziel et le Rav Herzog. Ils n'ont jamais été en marloquette. Jamais un a eu l'impression que l'autre prenait l'ascendant sur l'autre. Il n'y avait pas à l'époque de voiture de fonction, ni pour le Rishon LeZion, ni pour le rabbin Ashkenaz. Et donc, ils prenaient le même taxi. À chaque fois, ils faisaient en sorte de prendre le même taxi pour arriver ensemble. Ils parlaient d'une seule voix.
et ils s'aimaient profondément. Ils étaient ensemble, la voix de la Torah, le kavod du peuple juif. Le Rav Herzog et le Rav Uziel. Arav Meir, Ben Sion, Chai Meir Uziel, celui que moi j'appelle le Nassi à Sanhedrin. Juste avant de mourir, il écrit une lettre d'adieu au peuple juif. Et dans cette lettre, où il dit que lorsque s'est présenté devant lui toute sa vie, des questions difficiles où il fallait prendre des décisions courageuses de Psak Halacha face à une situation triste et terrible, il dit ne croyez pas que j'étais courageux. Ce n'était pas moi qui écrivais les Psak Halacha. C'est mes larmes qui devenaient des lettres lorsqu'elles tombaient sur le papier. Il remercie le peuple juif de lui avoir permis de le servir pendant toutes ces années. Et il termine sa lettre d'adieu au peuple juif en disant Toda. Toda la Hashem. Toda la Am Israël. Toda la Yetomim. Merci à Dieu. Merci au peuple juif. Merci aux orphelins. Vetoda lachem. Et merci à vous. Top. Arav Meir, Chai, Ben Sion, Uziel. Nassi à Sanhedrin Shel Dorenu. Celui qui aurait dû être le chef du Sanhedrin. Celui qui nous a ouvert la porte d'une très grande Torah. Avec le Rav Herzog, ils ont été les porte-étendards de ce que doit être, pas de ce qui est aujourd'hui, mais de ce que doit être le grand rabbinat d'Israël. Amen. Que les prochains grands rabbins d'Israël puissent prendre exemple sur le premier couple qui a guidé le peuple juif dans sa résurrection nationale et puissent redevenir un Mossad qui est en train de préparer la création du Sanhedrin. Amen. Vers Alors, avant de vous laisser poser les questions, voilà, alors quel va être le sujet du prochain cours? Les amis, nous vivons une période extrêmement intense. Les événements, toutes les 5 secondes, il y a un nouvel événement extraordinaire qui nous arrive. Nous sommes la période de la Géoula, nous sommes les temps messianiques, nous sommes ce que pendant des années on a appelé les Hatid Lavo. Évidemment que cette période est terriblement riche en enseignements, mais il faut être également capable de traduire ce que nous vivons dans un langage qui nous a été enseigné depuis tellement longtemps. Eh bien, il y a une partie de l'enseignement du judaïsme qui s'est occupée de parler de notre époque. Et c'est ce que nous allons commencer à étudier dans les prochains cours. Il y a une partie du Talmud dans le traité de Sanhedrin qui s'appelle le chapitre, alors 10 ou 11, ça dépend, on parle de la Mishnah ou on parle de la Gemara, de Bavli, Yerushalmi, mais qui s'appelle Perek Chelek, qui traite de la Mishnah qui va parler de Kol Israël et Shlaem Chelek Leolam Haba. Ça commence comme ça. Et en fait, tout le chapitre, ce sont des Haggadot, des enseignements sur l'époque messianique, la Géoula, ce que nous vivons actuellement. Gog ou Magog, les guerres actuelles, la scission au sein du peuple juif de droite, de gauche, la réunification du peuple juif, la vérité, la chutzpah, tout ça, c'est dans cette partie-là du Talmud. Et donc, nous allons commencer à étudier le Perek Chelek. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas prendre la Gemara et commencer à lire la Gemara et faire une étude de Gemara, parce que je risque de perdre beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va prendre les soubiotes, les sujets, et on va traiter chaque cours, ça sera un thème. Ça sera un des sujets qui est abordé dans le Perek Chelek. Et le premier sujet qu'on va aborder, mais c'est quoi cette dimension du Olam Haba?
puisque Kol Israël et Shlaem Chelek Leolam Haba. Ok? Voilà pour ce qui est du teasing. Vous pouvez évidemment, parce que j'imagine que toutes les personnes présentes au cours là maintenant connaissent au moins 10 personnes qui ne sont pas présentement au cours et qui se disent j'aimerais bien venir au cours du Rafizon, mais je peux pas parce que c'était le milieu d'une série et j'ai pas envie de prendre le train en marche. Ben, vous pourrez leur dire pour la prochaine fois, ça y est, c'est une nouvelle série, tu peux y aller et c'est une série qui te parle à toi, donc viens au cours le mardi à 18h30 et voilà, j'espère qu'on va apprendre plein de choses ensemble et voilà, Chazak Baruch. Rafizon, comment se Oui. fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler du Rav Ben Sion Uziel? Est-ce qu'il y a une rue à Jérusalem à son nom? En son nom, pas à son nom. Évidemment, Ah oui? évidemment, Beit Vagan, Ah au oui. Bouziel, bien Ah, sûr, la rue Uziel. Ah, c'est évidemment. joli. Ah, Eh oui. d'accord. Je savais pas. Enfin, il est moins connu que le Rav Kook, évidemment. Bon, il est quand même sacrément connu, hein, le Rav Uziel, hein, en vrai. Ah oui, d'accord. Le Rav Herzog, qui était donc avec lui, c'est le grand-père de l'actuel président de l'État d'Israël. Ah, je sais, ouais. Merci. Voilà. Hazak ou Baruch? On ne Oui, peut pas poser une question? mais si, bien sûr. Moi, je me demande, c'est pas une question, c'est... Voilà. Je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui de semblable à la démarche du Ravouziel quand il a pris sa cape et qu'il est arrivé à persuader le Moshel, je ne sais plus quoi, de changer d'avis. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre notre cape. C'est nous le Moshel maintenant. C'est-à-dire qu'on ne doit plus aller persuader quelqu'un, s'il te plaît, d'enlever ta xéra. On doit tout simplement, avec notre cape, aller devant le monde entier et leur dire, vous ne nous dites pas comment on fait la guerre. Vous nous laissez tranquilles, on sait ce qu'on doit faire. Nous sommes le peuple le plus moral de la Terre. Nous savons comment mener une guerre et nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, certainement pas du monde arabe, certainement pas non plus des États-Unis. C'est pas vous qui allez nous apprendre comment on fait la guerre. Alors, Donc, comment faire? Comment comment faire? faire? Comment un pays grand comme un grain de sable, dites-moi, comment un pays grand comme un grain de sable peut dire à la première puissance mondiale, on fait ce qu'on veut, vous faites ce que vous voulez? Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? C'est un exercice d'équilibriste impossible, vous êtes d'accord? Parce que là, Madame, on pourrait vous voir, vous Ah pourriez non, mettre non, votre non, c'est caméra. pas grave, je ne peux pas me regarder, sinon je tombe en syncope. Alors. Donc non. Alors, ne tombez pas, oulala, ne tombez pas. Mais je vais vous répondre. Je pense que notre grande erreur, c'est qu'on est persuadé qu'on doit constamment jouer à Oui, l'équilibre. d'accord. Et je pense que c'est une grande erreur pour la raison suivante. Je vous rappelle quand même qu'en 1948, les États-Unis nous ont dit de ne pas déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Hein? En 1948, les États-Unis d'Amérique nous ont ordonné de ne pas déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Ah, Et on ne les a pas écoutés. Et c'est pas pour ça que les États-Unis sont devenus nos ennemis. ouais, d'accord. Nous devons arrêter d'avoir peur. Et il faut bien comprendre une chose. Les États-Unis ont plus besoin d'Israël que Oui. d'Israël a besoin des États-Unis. D'accord. Je Ah parle non, je pas ne mettais pas en cause. au niveau militaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que les États-Unis aient besoin de Tsahal sur leur sol. Oui, Mais ce que représente Israël pour les États-Unis est beaucoup plus important oui. que ce que représentent les États-Unis pour Israël. Je ne suis pas en train de renier ce que les États-Unis font pour nous. C'est très bien ce qu'ils font pour nous, on est très contents. Mais ils ne sont absolument pas légitimes pour nous dire comment on fait les choses. Et certainement pas, quand à leur tête est un président qui, de deux choses l'une, soit est un petit peu fatigué, soit a des intérêts électoraux qui ne sont pas vraiment électoraux, merci. C'est la réelle politique, moi je sais. Bien fait. Donc la réelle politique, il faudrait un petit peu moins en parler et un peu plus parler de réel toranique. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Comme merveilleux comme d'habitude.
Thank Azagor, les Merci amis. beaucoup. À très bientôt. Kol tov.